L'histoire coloniale africaine, telle qu'elle a été longtemps présentée dans les récits officiels, les manuels scolaires occidentaux et les représentations culturelles dominantes, a souvent été réduite à une lecture simpliste, univoque et désincarnée. Dans cette perspective biaisée, la conquête européenne apparaissait comme une évidence historique, une suite logique d'événements inéluctables, portés par la prétendue supériorité militaire, technologique, logistique et même morale des puissances coloniales. Pourtant, cette interprétation réductrice ne rend aucunement justice à la complexité, à la richesse et à la profondeur des réalités historiques africaines. Elle occulte volontairement les résistances multiformes, les luttes acharnées, les stratégies politiques raffinées, les génies militaires africains et les peuples courageux et déterminés qui, loin de se soumettre, se sont battus pour préserver leur liberté, leur souveraineté et leur identité. Bien au contraire, de nombreux royaumes africains, dirigés par des souverains éclairés, organisés et visionnaires, et soutenus par des armées disciplinées et des populations fières et combatives, ont opposé une résistance farouche, parfois héroïque, souvent brillante, aux entreprises de domination coloniale. Cette histoire de lutte, de dignité et d'ingéniosité a été marginalisée, effacée ou déformée, présentée comme marginale ou futile, alors qu'elle constitue un pilier fondamental et incontournable de l'histoire politique, culturelle et symbolique du continent. 5 figures majeures émergent de cet oubli volontairement orchestré. 5 rois africains dont les noms, bien que trop peu cités dans les récits historiques traditionnels, devraient aujourd'hui être gravés au panthéon des résistances universelles, non seulement pour leur bravoure individuelle, mais aussi pour leur vision politique, leur intelligence stratégique, leur sens de l'organisation, leur fidélité à leur peuple et leur contribution à l'idée d'un avenir libre et souverain pour l'Afrique. Samori Touré, sans conteste l'un des plus grands stratèges militaires et hommes d'État que l'Afrique ait connu, incarne parfaitement cette forme de résistance organisée, structurée, méthodique et visionnaire. Fondateur de l'Empire Wassoulou à la fin du XIXe siècle, il parvint à transformer une confédération tribale disparate en un État centralisé, doté d'une armée permanente, d'un système administratif efficace et d'une industrie locale capable de produire des armes. Anticipant la menace coloniale bien avant nombre de ses contemporains, il déploya une stratégie globale qui mêlait diplomatie, innovation militaire, logistique, communication et tactique de guérilla. Dès les années 1880, il perçut avec une lucidité remarquable les dangers que représentait l'expansion française. Il adapta sa stratégie en conséquence. Guerre de mouvement, tactique de la terre brûlée, déplacement rapide des centres de commandement, fortification des places stratégiques, création d'un réseau d'espionnage et mise en place de relais logistiques à travers son territoire. Pendant 16 années consécutives, de 1882 à 1898, il tint tête aux armées françaises, les obligeant à revoir constamment leurs plans et à engager des ressources considérables dans une guerre d'usure. Ce ne fut ni la supériorité militaire, ni la stratégie française qui mirent fin à son combat, mais bien la trahison d'alliés et l'épuisement progressif de ses forces. Capturé, exilé au Gabon, Samori Touré refusa jusqu'à son dernier souffle toute forme de collaboration avec les autorités coloniales. Sa mémoire, perpétuée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, demeure aujourd'hui le symbole d'une Afrique qui résiste, qui pense, qui organise et qui refuse l'asservissement. Autre figure monumentale de cette époque de feu et de fer, Rabat, ancien captif devenu souverain d'un empire puissant et structuré autour du lac Tchad. Son ascension fulgurante, presque légendaire, témoigne d'une intelligence politique rare et d'une volonté d'acier. De simple esclave militaire, il devint un chef redouté, organisateur infatigable, administrateur rigoureux et stratège hors pair. Maître des routes commerciales sahéliennes, il mit en place une administration centralisée, renforça l'unité de territoires fragmentés et se dota d'une armée professionnelle fidèle. Face à l'impérialisme européen, il refusa toute négociation de soumission, toute forme d'allégeance, préférant la confrontation directe. Surnommé le Napoléon noir par ses ennemis eux-mêmes, Rabat impressionna les officiers coloniaux par sa capacité à anticiper les mouvements adverses, à organiser ses batailles avec minutie et à faire preuve d'une ténacité exceptionnelle. De 1893 à 1900, il affronta les colonisateurs français dans une série de batailles intenses. Lorsqu'il fut finalement encerclé à Kousséri, il choisit de mourir les armes à la main, fidèle à ses idéaux et à sa mission. Sa mort ne fut pas une fin, mais le début d'un mythe résistant. Aujourd'hui encore, Rabat incarne dans l'imaginaire populaire de l'Afrique centrale la figure du chef valeureux, de l'homme d'honneur, du bâtisseur déterminé et du résistant inébranlable. Dans les terres du Sud-Ouest, le roi Béhanzin du Dahomey, aujourd'hui Bénin, fut l'un des derniers remparts contre la pénétration coloniale française. Héritier d'un royaume structuré, réputé pour son organisation militaire et ses institutions solides,
il mena une guerre totale contre l'envahisseur. Ce qui distingue Béhanzin, au-delà de sa bravoure personnelle et de sa vision politique, c'est l'utilisation innovante et massive d'une armée féminine d'élite, les célèbres Amazones du Dahomey. Sélectionnées dès leur jeune âge, entraînées selon des rites rigoureux, ces guerrières constituaient une force d'élite redoutée pour leur discipline, leur courage inébranlable et leur efficacité meurtrière. Entre 1890 et 1894, Béhanzin mobilisa toutes les ressources matérielles, humaines et symboliques de son royaume pour faire face à la machine coloniale française. Il remporta plusieurs victoires significatives, obligeant Paris à envoyer des renforts depuis l'Europe. Malgré la disproportion des forces, il ne céda jamais. Capturé après une longue campagne, exilé d'abord en Martinique, puis en Algérie, il demeura inflexible, refusant jusqu'au bout de signer un quelconque acte de soumission. Aujourd'hui, le souvenir de Béhanzin transcende les frontières du Bénin. Il est célébré comme un modèle de souveraineté, de dignité et de résistance face à l'impérialisme. En Afrique australe, c'est le roi Setchoyo Kampand qui se dressa contre l'Empire britannique avec une fermeté et une audace inégalées. Sous son règne, les Zoulous offrirent au monde l'une des plus retentissantes défaites coloniales infligées à une puissance occidentale, la bataille d'Isandlwana, le 22 janvier 1879. Dans cette confrontation historique, plus de 1300 soldats britanniques furent tués par des guerriers armés de saguets, de lances et de boucliers. Grâce à une stratégie d'encerclement inspirée, une logistique bien rodée et une discipline rigoureuse, les troupes zoulous prouvèrent que le courage, la connaissance du terrain et la solidarité pouvaient déstabiliser les armées les mieux équipées. La défaite d'Isandlwana ébranla profondément l'opinion publique britannique et constitua un choc stratégique pour l'armée coloniale. Si la répression qui suivit fut brutale, elle n'effaça jamais la grandeur de l'exploit zoulou. Setchoyo, capturé puis exilé, ne renia jamais ses positions. Sa dignité et sa résilience en firent un héros durable, respecté bien au-delà de son royaume. Son nom reste aujourd'hui un symbole de l'Afrique du Sud résistante, fière et combative. Enfin, dans les terres fertiles du Buganda, l'actuel Ouganda, le roi Mwanga II mena une résistance d'un autre ordre, une résistance culturelle, spirituelle et politique face à la pénétration britannique. Confronté à la pression croissante des missionnaires, à l'ingérence des puissances coloniales et à la fragmentation politique interne, Mwanga tenta de préserver l'autonomie de son royaume en défendant sa culture, ses traditions et sa souveraineté. Il s'opposa aux conversions forcées, refusa de céder aux injonctions des agents coloniaux et chercha à maintenir un équilibre délicat entre modernisation et préservation de l'identité nationale. Trahi par des élites locales séduites par les promesses coloniales, il fut finalement capturé et exilé aux Seychelles. Il y mourut, loin de ses terres, mais son héritage intellectuel et politique inspira de nombreux leaders indépendantistes du XXe siècle. Mwanga II est aujourd'hui reconnu comme une figure pionnière de la résistance symbolique, celle qui se joue dans les idées, les valeurs et la préservation de l'âme d'un peuple. Ces 5 rois, bien que issus de régions, d'époques et de contextes différents, incarnent une même vérité, celle du refus de l'humiliation, de la défense de la dignité, de la souveraineté assumée et de la capacité à mobiliser leur peuple face aux dangers. Leur mémoire, longtemps enfouie ou marginalisée dans les récits coloniaux, doit être réhabilitée, célébrée et transmise aux générations futures. Car leur combat n'était pas seulement celui de leur époque, il résonne encore aujourd'hui dans les luttes contemporaines pour la liberté, l'autodétermination, la justice et la reconnaissance des identités africaines. Leur histoire, loin d'être une note de bas de page dans les manuels d'histoire, est une source puissante d'inspiration, un fondement pour la renaissance africaine, une preuve éclatante que l'Afrique n'a jamais été spectatrice de sa propre histoire, mais bien actrice, résiliente et visionnaire. Ces rois, par leur courage, leur clairvoyance et leur intransigeance, sont les phares qui éclairent les chemins de la liberté.